On va maintenant parler du port de Québec, de la poussière, du secteur Limoilou, parce que la santé publique a publié mardi son avis sur la présence de nickel dans l'air de Limoilou, sur les dangers potentiels de la santé. Tout ça, ça fait suite à un premier épisode de poussière à Limoilou. C'était en 2012. On sait que ça a suscité beaucoup de craintes, beaucoup d'inquiétudes chez les citoyens. Essentiellement, dans le plus récent avis de la santé publique, on apprend que le nickel dans l'air de Limoilou ne représente aucun danger ou peu de danger pour la santé. Avant de vous présenter notre prochain invité, on écoute un extrait d'une entrevue réalisée avec le docteur François Desbiens, c'est le directeur de la santé publique, région Capitale-Nationale. On a regardé la concentration de nickel qu'il y avait dans le territoire de Limoilou en 2014, puis on a comparé ça avec ce qu'on appelle des valeurs toxicologiques de référence qui sont publiées dans des documents scientifiques par des associations professionnelles qualifiées pour vérifier si les niveaux atteignaient les niveaux de dangerosité à la santé. Les gens sont inquiets pour un risque aigu à leur santé. Ils sont inquiets s'il y a une exposition chronique, s'ils vont avoir des cancers. C'est des deux choses. Il peut y avoir des maladies pulmonaires, des bronchites et tout ça. Aux concentrations qu'on observe, il n'y aura pas de risque aigu de problèmes de santé de différents types. Et du côté cancer, une fois qu'on fait tous les calculs, on pourra avoir moins d'un cancer si les gens étaient exposés à des valeurs au-dessus des normes pendant 70 ans, mais à tous les jours. Puis là, on sait qu'en 2015, de janvier à juin 2015, on a eu 85% des mesures qui respectaient les normes. Donc, conclusion, là, dans les deux cas, là, ça nous amène à un risque faible. Puis un risque faible fait en sorte que les gens ne devraient pas être préoccupés d'avoir des problèmes de santé en lien avec le niveau qu'on a eu en 2014 de contamination. Alors, c'était le docteur François Desbiens de la santé publique. Maintenant, en studio, on accueille Véronique Lalande, porte-parole du comité citoyen Vigilance Port de Québec. Bonjour. L'initiative citoyenne Et Vigilance, le comité de vigilance, c'est autre chose. D'accord. Je n'en suis pas là pour parler. Alors, dites-moi, comment vous réagissez à cette entrevue, cet extrait d'entrevue? Déjà, je vais réagir les propos que vous avez tenus d'entrée de jeu. Je pense que la santé publique, il faut bien cibler. C'est un avis complémentaire sur le nickel dans l'air ambiant, dans sa partie la plus fine et sur les effets les plus aigus. Donc, on prend pour acquis depuis 2 ans, nous, ce qu'on dit à la santé publique, la problématique n'est pas plus une problématique de nickel qu'elle était une problématique de poussière rouge. Ce qu'on attend, ce que la santé publique s'était engagée à livrer à plusieurs reprises, c'était un portrait global de l'ensemble des nuisances et sur l'ensemble du territoire. Et ça fait longtemps que vous martelez ce message-là. Vous voulez qu'on cesse de parler du nickel ou de la poussière rouge? Bien, qu'on cesse de cibler à des petits bouts et qu'on voit la problématique dans son ensemble, puisque nous, ce qu'on reçoit, c'est l'ensemble de ces éléments-là. Ce sont les effets, c'est la nuisance quotidienne que l'on subit. Quand M. Desbiens me dit, ce qui inquiète les gens, ce sont les risques aigus ou chroniques, ça me fascine qu'il puisse dire ça, étant donné que à aucun moment depuis 3 ans, il n'a rencontré les gens. Jamais, une seule fois, la santé publique ne s'est déplacée, n'a accueilli, n'est allée vers les citoyens. Et nous, ce qu'on leur dit, c'est pas les risques aigus et c'est pas les risques de maladies chroniques qui inquiètent les gens. Ce sont les impacts quotidiens, les nuisances, les effets. C'est des choses qui sont documentées. Je prends par exemple à Malartic, l'Institut national de santé, la direction, ont fait toute une étude et ont décrété qu'il y avait vraiment des effets à la santé. Il y a la nuisance quotidienne. On parlait même pas de toxicologie et de facteurs épidémiologique. Ce qui inquiète les gens et ce qui choque les gens, c'est qu'alors que des moyens extrêmement simples, comme la mise sous couvert, empêcheraient la dispersion de poussière et l'ensemble des effets négatifs qu'on subit, incluant des effets à la santé, parce qu'on parle du nickel dans sa plus fine forme, on parle pas des particules grossières, on parle pas du fer, on parle pas du zinc, on parle pas du cuivre, on parle pas du charbon, on parle pas du ciment, on parle pas de l'ensemble de ces produits-là. C'est ce que vous voulez qu'il soit analysé. C'est ça qui doit être analysé. Le portrait global. Et malgré tout, même quand M. Desbiens, je termine, dit que ça va bien, 85% des échantillons respectaient la norme, mais c'est parce que le vent souffle en direction de la station à peu près 13% du temps. Donc, les autres périodes, il y a une contamination ailleurs, mais elle n'est pas captée par la station des Sables, qui est dans l'angle des vents, environ 13%. Mais quand même, vous réagissez comment au fait qu'on dise que le nickel, c'est peu dangereux pour la santé? Parce que dans cet avis-là... On dit que les effets sont faibles à la santé pour les paramètres qu'on a choisi de documenter. Selon nous, les effets à la santé... Donc, aussi de l'étude en fait, tout ce qui est produit là, c'est vrai, là. Il n'y a rien de faux là-dedans. C'est juste que c'est tellement pas pertinent, c'est tellement pas ça. On n'a pas fouillé la bonne chose. On est même allé jusqu'à prendre beaucoup de temps à dire les risques aigus. Ça, c'est si je suis dans une usine en lieu clos et que les gens pourraient mourir et tomber, tu sais, mourir, être pris subitement d'effets. Il n'y a jamais personne qui a pensé que c'était ça, le risque. Et on prend beaucoup de temps dans l'étude pour nous dire ça et nous dire
soyez rassurés, personne ne va tomber de mort sur la rue. Mais c'est pas ça qui inquiète les gens. Donc, ce qu'on dénonce, c'est oui, le fait qu'on regarde pas et le fait que dans l'ensemble de tout ce processus-là, l'entreprise est partie prenante, l'entreprise a été consultée, elle a revalidé, elle a modifié le rapport, alors que les citoyens, en 3 ans, pas une seule fois n'a été rencontré. Selon nous, c'est aberrant de la part d'un médecin de jamais rencontrer son patient. Vous êtes dégoûté? J'étais dégoûtée, je suis traumatisée, mais je ne suis pas surprise. La fracture de confiance avec la santé publique s'est vraiment amorcée au jour 1 et elle se continue. Et c'était le cas dans les Génélos, ça a été le cas. C'est la même équipe depuis Shannon. Je pense qu'il y a un coup de barre à la santé publique de Québec qui doit être donné, principalement en santé environnementale, parce qu'il y a comme une fracture entre la population et cette autorité. Parlons également d'un autre projet qui vous tient à cœur, c'est l'agrandissement du port de Québec. Si on résume, prolongement des lignes de quai vers l'est de 610 mètres, 18,5 hectares de nouveaux terrains. Vous n'êtes pas enchanté non plus de ce projet-là? On n'est pas enchanté. Ensuite, on est toujours plus constructif. Nous autres, on pense qu'il y a une vision qu'on doit avoir et c'est l'ensemble des activités au port de Québec qui doit être sous la loupe. C'est d'ailleurs ce que la commission de l'Agence d'évaluation environnementale dit. On peut pas cibler et dire on évalue les impacts juste de ce petit bout de quai-là. C'est l'ensemble des opérations et l'ensemble des opérations après l'agrandissement. Donc oui, selon nous, tant que les problèmes actuels, les nuisances qui sont causées réelles à une population de près de 100 000 personnes sont pas sous contrôle, on ne devrait pas penser s'agrandir. Et l'autre chose, c'est que le processus, on va avoir à tout le moins un processus indépendant qui va être fait. Jusqu'à récemment, les gens trouvaient normal que le port soit le promoteur et l'évaluateur, mais on remet aussi en question une certaine pertinence puis une certaine les retombées économiques qui sont vendues, alors que le vrac, la manutention et le transbordement, l'entreposage de vrac, c'est une activité à faible valeur ajoutée pour une région, alors que la transformation des opérations pour qu'ils soient plus conformes, selon nous, pourrait être beaucoup plus générateur d'emplois et de retombées économiques positives. Allez-vous vous faire entendre? Bien sûr, on s'est déjà fait entendre. 23 organisations dont nous avons déposé des mémoires à la première étape au niveau des lignes directrices. La majorité allait dans le même sens. Et on va contribuer dépendamment. On est encore dans l'attente. Est-ce que ça va prendre le processus A ou la commission d'examen? Et on se fera attendre, évidemment, à ce moment-là. Êtes-vous blasé, Véronique Lalonde? Êtes-vous tannée de répéter toujours les mêmes choses? Avez-vous l'impression que votre message passe? Ou... Je pense qu'il passe. Il y a quand même des victoires. Il faut qu'on se valorise de ces petites victoires-là. Bien, je le vis au quotidien. C'est comme si les gens disaient « Ah, mais tu devrais prendre un break. » Mais moi, je le vis au quotidien. C'est comme si je suis victime d'une agression au quotidien dans mon milieu de vie. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui vous disent de déménager, par exemple? Bien, je vous dis, est-ce qu'on va déménager 100 000 de population? Est-ce que c'est à moi de déménager? Déménager, ça veut pas dire la rue à côté, ça veut dire complètement changer mon mode de vie, changer mes valeurs, changer l'organisation, la vision que j'ai du territoire, alors que la solution, elle était déjà sur la table dans les années 80. Elle était déjà connue. On n'a jamais demandé la fermeture du port. On n'a jamais demandé même l'arrêt des activités industrielles. On ne demande seulement que la mise sous couvert, l'acceptation qu'un port en zone urbaine, ça commande les plus grandes, et même François Desbiens, dans son rapport, le disait, commande les mesures les plus contraignantes. Et ça, c'est la mise sous couvert de l'ensemble. Ça se fait partout dans le monde. Pourquoi on ne le ferait pas à Québec? Et ça viendrait régler et faire en sorte que le port va pouvoir se développer économiquement, être beaucoup plus viable et permettre à une communauté qui est en renaissance autour des activités portuaires de prospérer. Je ne vois pas, selon moi, plus extrémiste que nous. C'est un bégonia. Merci beaucoup, Véronique Lalonde. Ça me fait plaisir. Le port de Québec développe beaucoup côté croisière, côté industriel aussi. On parle de nouveaux silos à granules. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ce développement-là? Moi, je pense qu'il faut faire attention. Il faut protéger l'aspect visuel de Québec. C'est un attrait touristique important. Alors, on ne peut pas faire sans les deux, mais il faut essayer de faire le plus possible pour conserver les deux aussi d'une certaine façon. Je pense que le fleuve doit être protégé davantage de ces immenses bateaux. On n'a qu'à penser à Venise, là, tous les problèmes qu'ils ont. Et puis, j'aimerais pas que Québec vienne à ce point-là. Il faut expansionner, hein. La vue, là, ils n'ont rien qu'à aller se promener ailleurs, puis ils vont l'avoir, leur vue, là. Faut savoir ce qui se passe en ce moment et projeter, on s'en va où? Ne serait-ce que parce qu'on a une responsabilité pour les gens qui sont moins âgés que nous, là, et qui suivent, qui vont hériter du bébé, là. Est-ce que la couche va être pleine ou ça va être propre? Ça, c'est bien important. Nous poursuivons donc notre discussion sur le port de Québec, la poussière également, et je tiens à vous dire que l'administration portuaire de Québec a décliné notre demande d'entrevue.
Maintenant, nous accueillons Chantal Pouliot, professeure titulaire Faculté des sciences de l'éducation, département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage à l'Université Laval. Bonjour, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Vous avez lancé un ouvrage il y a quelques semaines, un ouvrage qui s'intitule « Quand les citoyennes soulèvent la poussière », directement donc lié avec ce qui s'est passé dans le secteur Limoilou. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez voulu démontrer dans ce livre-là? En fait, moi, j'ai décidé de rédiger ce livre-là qui est à l'intention des citoyens et des citoyennes concernés par la poussière métallique dans les quartiers centraux de la Ville de Québec. Entre autres parce que, de façon générale, quand on est chercheur en éducation, chercheur universitaire, on écrit des textes pour nos collègues, pour les preneurs de décision, pour des revues scientifiques. Ouais. Or, en écrivant des textes comme ceux-là, c'est difficile pour les citoyens d'accéder à l'information. Et donc, j'ai décidé d'écrire ce livre-là à leur intention. Et l'idée, c'est d'éclairer les modalités de l'engagement citoyen dans la documentation de cette question. Et je le fais en 3 points ou 4 points là, spécifiques. Qu'est-ce que vous voulez dire, les modalités de l'engagement citoyen? Parce que c'est vraiment ce qui vous a marqué dans cette, on peut l'appeler presque la saga, là. C'est ce qui vous a marqué, ces citoyens qui se sont levés et qui sont allés chercher des données. Exact. Moi, dans le livre, j'ai utilisé, sans trop le montrer quand même, mais une notion théorique qui s'appelle la notion de traduction, qui permet de voir comment les citoyens ont reformulé le problème dès les débuts, comment ils ont aussi élargi la situation, la problématique, en introduisant, entre autres, la poussière dans le discours sociopolitique, là, dans le débat. Et j'ai, dans un deuxième temps, montré comment ils ont produit des savoirs scientifiques, c'est-à-dire qu'ils ont Qu'est-ce que ça veut dire, des savoirs scientifiques? Ça veut dire qu'ils ont analysé des données qui avaient déjà été amassées par le ministère de l'Environnement, mais ils ont aussi produit des échantillonnages qui ont mené à des savoirs inédits. Ils ont poussé plus loin. Ils ont poussé plus loin, produit des tableaux, produit 3 rapports qui sont des contributions importantes à la documentation de la situation. Et dans un 3e temps, les citoyens, les citoyennes, et particulièrement l'Initiative citoyenne de vigilance du port de Québec, a procédé à l'identification de solutions et la formulation de recommandations qui, d'ailleurs, se retrouvaient déjà dans les années 1980 dans des rapports qui avaient été produits. Selon vous, Chantal Pouliot, cette histoire-là, cette situation, c'est vraiment c'est une controverse qui est un symbole d'un engagement citoyen réussi? Absolument. Comment? Absolument. C'est une controverse qui est encore vive, d'abord, 3 ans après ses débuts, on en parle ce qui est quand encore. même un exploit, voilà. Et c'est une controverse qui montre bien que les citoyens se sont montrés capables de comprendre des enjeux importants, capables de produire des savoirs. Et ça fait un peu la vie dure à ce qu'on appelle le modèle déficitaire qui est utilisé dans différentes circonstances, soit éducatives, soit médiatiques. Un modèle déficitaire? C'est un modèle selon lequel les citoyens seraient incapables de comprendre des enjeux complexes qui sont liés aux sciences, à la politique, à l'économie, et qui sont aussi incapables de devenir des experts d'une question, qui sont incapables de produire des éléments de documentation pertinente. Et donc, ici, on voit bien que ça a été possible parce que les contributions sont nombreuses et parmi ces contributions, on compte la modification de la norme de qualité de l'air relative au nickel qui a eu lieu en 2013, très rapidement, donc après le premier épisode ou l'épisode de poussière rouge, et la constitution de comités hybrides, un certain nombre de choses comme ça. Et plus important encore, dans les dernières semaines, la modification ou la présence d'une rhétorique qui est tenue par les acteurs en autorité et qui concerne la participation citoyenne, l'acceptabilité sociale. C'est quelque chose qu'on n'entendait pas du tout il y a 3 ans. Et selon vous, c'est pas le reflet du syndrome Podomacourt? Ça peut dépendre. Moi, je ne crois pas. Je pense qu'il y a vraiment une problématique ici qui est absolument pertinente, là. Puis, je pense que les acteurs... D'après moi, la controverse n'est pas terminée, mais elle s'oriente vers quelque chose qui est intéressant parce que les acteurs commencent à être au diapason, en fait. Selon vous, quelle leçon doivent tirer les citoyens, les autorités de cette histoire-là? Une des principales choses, c'est certainement qu'il est possible de discuter et de co-élaborer des savoirs. Dans ce cas-ci, là, les citoyens ont fait la démonstration qu'ils sont capables de contribuer à la compréhension de la situation. Et je pense que l'ensemble des personnes ou des acteurs en autorité l'ont compris. Cela dit, on sent encore que le modèle déficitaire est présent. C'est-à-dire qu'on dit aux citoyens, écoutez, on va faire un certain travail, on vous revient et on vous informera. Or, c'est pas du tout ce qui est demandé par les citoyens, c'est pas ce qui est attendu. Ouais. Et des expériences dans le monde nous montrent bien qu'une autre façon de voir, là, un autre modèle pourrait être mobilisé, puis avec succès d'ailleurs. Donc, il y a encore du travail à faire. Je crois. C'est ce que vous dites? Oui, en effet. Parfait. Merci beaucoup, Chantal Pouliot, d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Je vous en prie. Merci.